Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Audience au palais présidentiel. Le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien. L'immigration clandestine est au cœur de la deuxième édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Il a débuté aujourd'hui à Abidjan. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement. Le gouvernement ivoirien au chevet des blessés et des familles endeuillées par la mutinerie qui a secoué récemment le pays. Le ministre de la Solidarité, Maria Toukoné, s'est rendu à Korogo et à Boaké. Elle est allée apporter son soutien à ses victimes. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité. Rendons-nous au palais présidentiel où le chef de l'État a échangé avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le président de la République a par la suite reçu le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien, Viviane Aimé. Arrivé dimanche soir à Abidjan dans le cadre d'une tournée africaine, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a été reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, une coopération qui se veut dynamique, sous l'impulsion des deux chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Xi Jinping. Ce sont plus de 3 500 milliards de francs que la Chine a décidé d'octroyer à la Côte d'Ivoire pour le financement de divers projets. Nous apprécions hautement la coopération étroite et tous azimuts que nos deux pays ont développée ensemble dans le cadre des 10 grands projets de coopération avancés par le président Xi Jinping. Actuellement, il y a une dizaine de projets qui sont en cours de réalisation et de préparation entre nos deux pays, portant sur une valeur de 2,5 milliards de dollars US. Et si on compte encore les projets qui sont en cours de négociation avec les entreprises des deux côtés, ce chiffre est supérieur à 7 milliards de dollars US. Cela montre que la coopération mutuellement avantageuse sino-ivoirienne a encore de larges perspectives devant elle. Nous sommes tous pays en développement. La Chine et la Côte d'Ivoire travailleront en étroite unité pour préserver ensemble les intérêts des pays africains et des pays en développement. C'est avec une joie renouvelée que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le représentant officiel de ce grand pays ami de la Côte d'Ivoire, qu'est la Chine. Il a émis le vœu d'un soutien de la Chine à la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Chine est un grand pays, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité. Et c'est donc une bonne occasion d'échanger avec M. le ministre, non seulement sur la situation nationale en Côte d'Ivoire, mais sur la situation régionale et la situation internationale. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir M. le ministre. À la suite du ministre chinois des Affaires étrangères, le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien, Mario Giro, a eu un long échange avec le président de la République, Alassane Ouattara. Illustration des excellentes relations que l'Italie a avec la Côte d'Ivoire, le ministre italien a souligné tout l'intérêt de son pays pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au fonds mis en place par l'Union européenne pour soutenir le développement des pays africains face au phénomène de migration des populations vers l'Europe. J'ai raconté au président comment l'Italie s'est battue pour que la Côte d'Ivoire soit considérée à l'intérieur du fonds de la Valette, soit le fameux fonds Trust Fund pour l'Afrique. Maintenant, c'est chose faite. C'est une chose que j'avais promis au président et on l'a obtenue. On est en train de travailler ensemble avec le gouvernement sur la question de la gestion commune des flux migratoires et le travail avance bien. On a prévu aussi un business forum ici avec les entreprises italiennes. On va voir si on va le faire avec une visite institutionnelle ou on va le faire à part. Au total, 2 audiences qui reflètent l'excellente image que la Côte d'Ivoire a à l'extérieur.
Intéressons-nous à présent aux activités du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a participé aujourd'hui à la séance inaugurale du Forum sur la coopération Afrique-Inde en marge des assemblées annuelles de la BAD. La rencontre se tient en Inde. Elle devrait permettre de donner une nouvelle impulsion au partenariat Afrique-Inde en vue de la transformation du continent africain. Awatouri. Pays émergent, l'Inde se positionne de plus en plus comme un acteur majeur du développement du continent africain à travers un partenariat stratégique. Et c'est à juste titre que cette édition du Forum sur le partenariat Afrique-Inde a choisi de mener la réflexion sur les partenariats pour l'industrialisation et l'intégration plus forte de l'Afrique dans les chaînes de valeur. Un thème qui tient compte du top 5 des priorités définies par la Banque africaine de développement pour la transformation de l'Afrique. Il s'agit pour le continent de développer le secteur de l'énergie, améliorer la productivité agricole, s'industrialiser, renforcer l'intégration africaine et améliorer les conditions de vie des populations. Des défis que la BAD entend relever avec l'aide de pays émergents comme l'Inde. Le partenariat déjà dynamique entre l'Afrique et l'Inde doit, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, s'amplifier et se diversifier au regard des opportunités d'investissement sur le continent. En accélérant l'industrialisation, l'Afrique pourra avancer plus rapidement et progresser dans les chaînes de valeur internationales. À cette fin, l'Afrique pourrait s'inspirer et profiter de la stratégie indienne pour mieux développer le secteur privé au plan national, capable non seulement de maîtriser la croissance nationale, mais être compétitif au plan international. Pour le ministre indien des Finances et de la Défense, l'Afrique et l'Inde, confrontées à des défis similaires, doivent partager leurs expériences en vue de nouer un nouveau type de partenariat basé sur le volontariat. Au thème de la cérémonie d'ouverture, la Côte d'Ivoire et Exim Bank Inde ont signé un accord dans le cadre de la réhabilitation de 4 hôpitaux militaires à hauteur de 42 milliards 840 millions de francs. À la primature, le chef du gouvernement a reçu une délégation d'entrepreneurs. Ils sont intéressés par la construction d'un parc d'exposition et un centre intégré de rencontres internationales à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly s'est également entretenu avec des membres de General Electric, le géant américain de la fourniture d'équipements électriques. Lansine Bakayoko. À l'occasion de la visite officielle du président Recep Tayyip Erdogan à Abidjan, 9 accords de coopération avaient été signés entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Parmi ces accords, un partenariat stratégique dans le domaine de l'urbanisation avec la construction d'un parc d'exposition et un centre de conférence international. Des projets présentés ce lundi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce parc d'exposition et ce centre de conférence qui seront construits dans la zone aéroportuaire vont permettre de faciliter l'organisation d'événements de grande envergure tels que les foires, les concerts, les rencontres internationales et bien d'autres. De belles vitrines pour augmenter le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Un autre projet lumineux avec le géant américain General Electric, principal fournisseur d'équipements électriques à la Côte d'Ivoire. Sur le territoire ivoirien, nos équipements représentent 74% de la génération d'énergie. Et nous travaillons sur des projets aujourd'hui qui sont de l'ordre de 1,4 gigawatts que nous voudrons conclure avant la fin de 2020. Et nous avons annoncé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ouverture d'un centre de monitoring. Ce centre de monitoring qui devrait irriguer toute la région arrive à un moment où Abidjan ambitionne d'être le hub énergétique et la plaque tournante de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Nous poursuivons avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a pris part ce lundi à l'ouverture de la 2e édition du Forum de la diaspora ivoirienne. L'événement se tient du 22 mai au 23 mai. Thème retenu, diaspora ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire. Quelles réponses africaines au phénomène de l'immigration irrégulière? Ce forum est une initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Alexis Ouedraogo.
La diaspora ivoirienne se réunit à Abidjan ce lundi et mardi. Objectif, croiser les idées sur l'amélioration des perspectives de retour au pays ou encore d'investissement. Nous sommes présents aujourd'hui parce que nous pensons que nos problèmes doivent être considérés. Il faut qu'on arrive à s'approprier le pays, à s'y installer, mais on a besoin de réponses concrètes. Donc on a besoin de se rencontrer dans des espaces comme cela pour pouvoir échanger et être rassuré ou pas sur un retour ou pas au pays en fait. Les Ivoiriens de l'extérieur, ça a un peu plus d'1 million de personnes reparties dans le monde. Un poids économique important dont le gouvernement a pleinement conscience. La mission du gouvernement n'est pas de se substituer aux intéressés, mais plutôt d'être à leur côté, d'être attentifs à leurs préoccupations. Notre mission, c'est également d'accompagner ceux qui le souhaitent dans cette aventure qui peut être exaltante et qui reste porteuse de risques inouïs. Autre sujet clé, celui de l'immigration clandestine. 13 000 présumés ivoiriens auraient récemment été accueillis sur les côtes italiennes. Ces assises s'essayeront à proposer des solutions aux problèmes. Pour le gouvernement ivoirien, chacun de nos compatriotes compte. Nos compatriotes vivant à l'extérieur, dont le nombre est estimé à plus de 1 240 000, constitue une frange importante de la démographie localisée aux 4 coins du monde. Cela nécessite que soient menées des réflexions profondes et sérieuses pour sa prise en compte. Et c'est tout le sens de la rencontre qui nous réunit ce jour. Je reste convaincu que la richesse des débats et réflexions qui seront suscités au cours de ces 2 jours feront germer des idées et des propositions d'action à la hauteur de nos attentes. Le forum de la diaspora ivoirienne refermera ses portes demain. Le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, était à Boaké et à Korogo. Elle est allée exprimer la compassion du gouvernement aux blessés et parents de victimes de la récente mutinerie qu'a connue le pays. Ces derniers se sont engagés à contribuer au maintien d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Une semaine après la mutinerie de certains soldats de l'armée ivoirienne, le président de la République et le gouvernement apportent le réconfort de la nation aux victimes. Korogo, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après un échange avec le Premier ministre, se rend au chevet des blessés. Une prise en charge jusqu'à la guérison totale et la somme de 150 000 francs en guise de transport est remise à chacun des blessés. Après les blessés, la ministre visite les familles des 2 personnes qui ont perdu la vie. Elle a symboliquement remis la somme de 1 million de francs CFA à chaque famille. Une contribution pour l'organisation des obsèques. Une mission pour surtout prôner le pardon et la cohésion sociale. La violence ne mène à rien, sinon à des dégâts humains, des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Et malheureusement, il y a eu 2 décès, des blessés à qui nous venons de rendre visite pour apporter la compassion du gouvernement et puis souhaiter que ce genre de situation ne se répète pas. Un geste salué par les blessés et les familles endeuillées. À Boaké, la famille de l'ex-combattant Issouf Diawara, décédé, a été visitée par Mariatou Koné, toujours avec le même objectif, apporter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Mariatou Koné était donc ce lundi à Boaké à la levée de corps de l'ex-démobilisé Issouf Diawara. Il a perdu la vie lors des récents mouvements de revendication des hommes en armes. Elle exprimait la compassion du gouvernement à la famille et à l'ensemble des démobilisés. Nous restons avec Kader Sogodogo. Ce lundi, Boaké, levée de corps de l'ex-combattant Issouf Diawara. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, est présente. Elle apporte la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, et celle de l'ensemble du gouvernement. Issouf Diawara, faut-il le rappeler, a perdu la vie lors de la récente mutinerie que le pays a connue. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que vous appelez tous votre papa, m'envoie vous porter le message de la compassion de toute la nation ivoirienne, le message de compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis là pour dire Yako à tout le monde. C'est vrai que Diawara est parti, ça vous touche, vous les ex-combattants, mais ça touche toute la nation. Les démobilisés,
Tout en appréciant cette démarche, manifeste le désir de contribuer à une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Alassane Ouattara, c'est notre président, c'est notre père. Nous avons l'obligation de protéger la Côte d'Ivoire, de protéger la paix. Parce que cette paix-là, nous, la guerre est derrière nous. N'imaginez pas un instant, celui qui vous a menti, celui qui continue de vous mentir que nous voulons déstabiliser ce pays, c'est qu'il se trompe. Issouf Diawara a été inhumé au cimetière municipal de Bouaké peu avant 12 heures. Au terme de sa mission à Korogo et à Bouaké, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité souligne dans un communiqué que le ministre Mariatou Koné n'a jamais été séquestré ni pris en otage, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Le ministre rassure et invite l'ensemble des victimes de la récente mutinerie et au-delà tous les Ivoiriens au calme et à privilégier la voie de la négociation et du dialogue au détriment de la violence. 10 médiateurs délégués et leurs assistants ont été instruits sur le règlement de conflits et litiges entre différentes communautés. C'est à la faveur d'une formation organisée par le médiateur de la République dans ses locaux à Cocody. Ces apprenants doivent être déployés dans 10 grandes régions du pays. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Régler les conflits et apaiser les tensions humaines, c'est le rôle du médiateur de la République. L'institution a procédé au recrutement de médiateurs délégués et de leurs assistants. Le but de cette opération est de prolonger l'action de l'institution sur le terrain en donnant à ces recrues des connaissances et des méthodes de travail avant de les déployer dans 10 grandes régions du pays. Il s'agit de personnes qui doivent couvrir l'ensemble du territoire, chacun dans une circonscription de compétences et qui correspondent aux grandes régions de notre pays et où chacun devrait pouvoir être à pied d'œuvre. Abidjan, Abangourou, Bandoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro, Korogo, San Pedro, Mans et Odiéné sont les chefs-lieux des différentes régions retenus pour le déploiement de ces recrues. Les médiateurs délégués et leurs assistants auront également pour mission la prise en compte de la dimension droits de l'homme dans le traitement de leurs dossiers. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prépare activement le Sahara 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est en mission en Afrique du Sud, invité d'honneur de ce 4e salon de l'agriculture et des ressources animales. Serge Koléa. Dans l'agenda de la délégation ivoirienne en campagne de promotion du Sahara 2017 figure en bonne place le salon sud-africain du machinisme agricole et de l'élevage de Nampo à Botaville. L'Afrique du Sud est le pays invité d'honneur de l'édition 2017 du Sahara. Et cette vaste tribune se présente comme une opportunité d'échange interactif. Objectif, mobiliser les institutions ainsi que les acteurs du secteur privé agricole autour du Sahara. Nous sommes en contact avec plusieurs structures privées sud-africaines et les négociations sont bien avancées. Nous allons pouvoir, à travers cette coopération entre le secteur privé sud-africain et le secteur privé ivoirien et l'État de Côte d'Ivoire, booster l'investissement agricole. Puissance agricole et économique de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer à l'horizon 2020 au moins 50% de sa production. L'Afrique du Sud, de l'avis du ministre de l'Agriculture, peut lui être d'un apport appréciable. Par la voix de son ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de la Pêche et de la Forêt, le pays invité d'honneur se dit prêt à donner tout son sens à ce modèle de partenariat sud-sud. Africa as a continent should begin to work together. Il est nécessaire que nous nous donnons la main afin d'améliorer le quotidien de notre population et de nos peuples. Nous avons l'expertise sud-africaine qui est prête et que le gouvernement va encourager à se mettre en rapport avec l'expertise ivoirienne pour pouvoir transformer les produits ivoiriens et aussi pour pouvoir travailler ensemble sur la possibilité d'expandre les capacités sur le continent. Visite guidée, rencontre avec les industriels du secteur agricole, identification des investisseurs cibles ont meublé cette journée. Le commissariat général du Sahara a pu se faire une idée de son casting. Vous voyez tous ces équipements qu'on vient de voir. Ce sont des choses que tout le monde peut utiliser. Regardez sur ce kakémono, vous avez vu cette dame qui utilise cette petite pompe pour pouvoir irriguer, pour pouvoir utiliser les fertilisants pour alimenter sa production. C'est des choses comme ça que nous voulons amener chez nous. Nous avons parlé avec les exposants, nous leur avons dit que le Sahara leur offre une plateforme
un marché de plus de 300 millions d'habitants. Une semaine durant, le ministre Sangafoa Coulibaly et sa délégation vont s'atteler à préparer au mieux la venue de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tient du 17 au 26 novembre prochain. En économie, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest intensifie la lutte contre le financement du terrorisme à travers la sensibilisation. Il a tenu une conférence publique sur l'impact du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme sur les économies ouest-africaines. Justine Seydjiki. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, deux fléaux planétaires qui nuisent gravement à l'économie des États. Les statistiques, pour le moment, varient en fonction. On estime à plus de, 500 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à peu près à l'aide, de dollars, pardon, ce qui équivaut à l'aide que l'Afrique attend, notre région attend des institutions internationales. C'est-à-dire que l'impact est réel. Et le blanchiment des capitaux est une réalité visible, palpable. Cependant, la lutte engagée sur le plan international, régional et national connaît des avancées. Actuellement, la Côte d'Ivoire est sous le régime de suivi régulier accéléré, c'est-à-dire c'est la meilleure note au niveau de la région. Donc ça prouve que le pays est dans de bonnes dispositions, le dispositif est bon, mais il y a quand même quelques lacunes. Il y a quand même quelques lacunes au niveau réglementaire, il y a des textes qu'il faut encore voter, il y a la sensibilisation qui doit se poursuivre. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, mobilise les parties prenantes ivoiriennes et le monde universitaire contre ces fléaux à travers une conférence publique et un concours interuniversitaire d'art oratoire sur la force et la contribution de la jeunesse à la lutte contre ces fléaux, mettant en compétition 8 étudiants de 8 universités des États membres du JIABA en vue de combler le déficit de connaissances sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce concours, dont la 3e édition se tient cette année, est une plateforme de promotion de la connaissance des dispositifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'échange d'idées sur des questions d'actualité. Toujours dans le domaine de l'économie, l'agence comptable des créances contentieuses du Trésor public a mené des investigations. Il en ressort que des fonctionnaires et agents de l'État perçoivent des rémunérations auxquelles ils n'ont pas droit. Résultat, plus de 5 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés entre 2012 et 2016. Le Trésor public somme les fonctionnaires concernés de rembourser les sommes indûment perçues. Francis Boifou. Le décès, le détachement, la disponibilité, la retraite, l'abandon de poste, la démission. La transmission tardive de ces informations à la direction de la solde entraîne des trop perçus. Ce sont des sommes indûment payées au profit des fonctionnaires et agents de l'État en situation administrative n'ouvrant pas droit à la rémunération. Entre 2012 et 2016, l'État a payé plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA au titre des trop perçus. Environ 1 milliard 300 millions de francs CFA ont été recouvrés grâce au dispositif mis en place par la Direction générale du Trésor public. Toutes les personnes qui ont bénéficié de paiements indus, qui ont changé de situation administrative, qui ont continué à percevoir les indemnités, ou alors toute autre situation similaire pour lesquelles le Trésor a dû décaisser de l'argent de façon indue, ces personnes doivent s'attendre à répéter l'indu, c'est-à-dire à rembourser. Et nos services seront mis à contribution pour arriver à percevoir la totalité de ce qui a été décaissé. Pour éviter les déperditions des ressources budgétaires et des pertes sur la trésorerie de l'État, un séminaire a été organisé à l'attention des responsables des ressources humaines. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, il faut mettre fin aux paiements injustifiés, mais également améliorer le recouvrement des sommes indûment perçues. D'où la nécessité pour les participants de travailler à la mise en place d'un mécanisme simplifié d'information auprès de la direction de la solde. On met le cap sur Samatigila, dans la région du Kabadougou. 3 villages de sa sous-préfecture disposent désormais d'électricité. La mise sous tension permet à cette sous-préfecture d'être couverte à 100%. Pour traduire leur reconnaissance au président de la République, les populations ont initié une journée d'hommage. Mamadou Kwasi.
L'attente aura duré 43 ans. 43 ans de rêve qui devient aujourd'hui une réalité pour ces populations des villages de Kenyakura, Tisserila et Kerebadougou. Des villages de la sous-préfecture de Samatigila dans la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Avec la mise sous tension de ces 3 villages, la sous-préfecture de Samatigila enregistre un taux de couverture de 100% en électricité. Tous les villages couverts en électricité. D'autres défis se présentent également à cette sous-préfecture. Il s'agit de la fourniture en eau potable, la construction de centres de santé et d'écoles primaires. Cette politique de développement est en partie réalisée grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est pourquoi le maire de la ville de Samatigila a traduit la reconnaissance de ses parents au chef de l'État. L'ancien Diaby invite la population au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il exhorte également ses parents à accompagner le chef de l'État par des prières afin de conduire la Côte d'Ivoire au développement. Représentant le ministre Adama Kone, parrain de la cérémonie, le préfet de Samatigila a félicité la population de 3 villages pour la cohésion qui règne entre elles. Patrice Gueux demande à sa population de s'investir pour le développement de la sous-préfecture de Samatigila, tout en invitant les cadres à l'union et à la solidarité. Avec leur inscription sur la carte des localités électrifiées, Kenyakura, Tisserila et Kerebadougou, c'est désormais le développement qui s'ouvre sur la région du Kabadougou. Ce 22 mai est consacré à la biodiversité ou la diversité biologique. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a choisi de sensibiliser les populations sur les questions liées à la biodiversité. Thème choisi cette année, biodiversité et tourisme durable. Un mot de religion, l'Association des familles chrétiennes a initié la semaine de la famille chrétienne autour du thème « Quelle pastorale pour la famille chrétienne dans le diocèse d'Abidjan ?» Cette semaine vise à faire de la famille chrétienne un modèle pour la société. Davis Oyo, Aboussanougou. La semaine de la famille chrétienne est célébrée par les chrétiens catholiques du diocèse d'Abidjan au centre Nazareth d'Aboboti, qui est à sa 13e édition. S'appuyant sur le thème « Quelle pastorale pour la famille chrétienne ?» le conférencier et le célébrant du jour ont invité les fidèles à cultiver la paix, l'union et surtout à faire de la famille chrétienne un exemple pour la société. Les compétences sont là. C'est de voir, de faire l'état des lieux, de voir quel est le problème que vivent les familles au niveau du diocèse d'Abidjan, les conforter dans leur position pour un perfectionnement. La Sainte Famille de Nazareth constitue pour nous un modèle, une boussole. Et nous savons que la Vierge Marie nous rappelle justement, et surtout à chaque membre qui compose la famille chrétienne, l'espérance et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Une semaine qui a tout son sens dans la vie du chrétien catholique. Il est important d'évangéliser les familles et que cette évangélisation passe par la compréhension des difficultés et, comme l'a dit l'abbé, des crises que vivent les familles. Les parents qui vivent en réalité les problèmes des familles sont ceux-là même qui peuvent apporter leur contribution pour aider les jeunes couples lorsqu'il y a des soucis au sein de leur famille. La semaine de la famille chrétienne a débuté le 30 avril dernier et a refermé ses portes le 7 mai. Cette semaine a été meublée par plusieurs activités, notamment la confession et le jeûne familial. À l'étranger, en Libye, le Haut Commissariat pour les réfugiés dénonce des conditions de vie épouvantables dans les centres de détention pour migrants. Il appelle à la libération des demandeurs d'asile et réfugiés détenus. Herman Guivi. En visite en Libye depuis sa prise de fonction en 2016, Filippo Grandi, le chef du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, dresse un sombre tableau des conditions de vie des migrants interceptés en mer par les patrouilles libyennes. Conditions de vie qu'il présente comme épouvantables dans les centres de rétention. J'ai visité l'un de ces centres à Tripoli. Les conditions de vie sont épouvantables. D'ailleurs, il y a également un autre problème. Certains détenus sont en fait des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ces personnes ne doivent pas être détenues et ceci va à l'encontre des principes de base. Après avoir bravé les tempêtes et les vagues houleuses de la mer Méditerranée, ceux qui croyaient trouver le bonheur à l'autre bout des vagues sont rassemblés dans des centres de détention comme celui-ci, qui offrent des conditions de vie marquées d'une précarité absolue. Se disant choqués, il décrit des conditions de vie exécrables d'un point de vue sanitaire, avec des personnes qui dorment les unes sur les autres. La Libye devenue un no man's land depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011
peine à assurer la sécurité de son territoire. Pour Filippo Grandi, le patron du HCR, d'autres solutions devraient être trouvées pour les migrants venant de pays en conflit comme la Syrie et la Somalie. Législative 2017 en France, c'est parti pour la campagne officielle. Ce sont 577 élections dans autant de circonscriptions. Les candidats à la députation jusqu'au vendredi 9 juin à minuit pour convaincre les électeurs. Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a repris dimanche au cours d'un congrès extraordinaire la direction du Parti de la Justice et du Développement AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir qu'il avait cofondé en 2001. Il était le seul candidat à la succession du Premier ministre Binali Yildirim qui dirigeait l'AKP depuis 2016. Herman Guivé. Entrée triomphale et applaudissements nourris pour Recep Tayyip Erdogan. L'homme vient d'être réélu à la tête de son parti, l'AKP, chef d'État en exercice et unique candidat à ce poste. Cette réélection pour nombre d'observateurs vient étouffer les rivalités au sein de l'AKP et renforcer le pouvoir du président turc. Élu à la présidence en 2014, Recep Tayyip Erdogan coupe les liens avec son parti. 3 ans plus tard, il fait volte-face et est reconduit à son poste de président. Un autre moment de gloire pour celui qui a grandi dans les rues de Kasım Paşa, au cœur du vieil Istanbul, et qui a sauvé in extremis son fauteuil présidentiel d'un coup d'État. Au cours de ce congrès du parti, retransmis en direct sur la chaîne nationale, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, ne manque pas de fermeté. Il annonce la prolongation de l'état d'urgence et son maintien jusqu'à ce que la paix totale soit revenue dans le pays. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1. À très bientôt.